Depuis que nos formations à l'intervention systémique et à la thérapie familiale existent, nous avons dès le départ mis en place ces groupes de supervision et de l'analyse de la pratique, dont les objectifs ont évolué au fur et à mesure des années. D'ailleurs, le statut de ces groupes a aussi évolué au regard des fonds d'assurance formation, qui au début acceptaient la prise en charge pour les groupes d'analyse de la pratique, mais pas pour les groupes de supervision. Aujourd'hui, les fonds d'assurance formation acceptent dans le cadre du POF et du CPF ces groupes de supervision et un salarié peut y participer, soit dans le cadre de son institution, quand l'institution met en place un groupe de supervision ou d'analyse de la pratique pour une équipe entière, c'est institué, mais disons-le, toutes les institutions ne mettent pas ce genre de processus en fonctionnement. Soit dans le cadre d'un groupe interorganisme où l'on va rencontrer d'autres professionnels qui viennent d'institutions différentes, d'horizons différents et qui, qui vont travailler dans des contextes de travail différents. Alors, comment ces groupes de supervision fonctionnent et quels sont leurs objectifs? Sachant que pour le moment, je vais mettre sous le même vocable groupe de supervision et analyse de la pratique. Je ne vais pas faire de différence entre les deux. Je dirais que le premier objectif d'un groupe d'analyse de la pratique, c'est de permettre de pouvoir échanger sur sa pratique. Échanger sur sa pratique, cela veut dire que d'une certaine façon, quotidiennement, quand on a des difficultés, on se sent seul dans son travail, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir échanger avec un collègue, avec un supérieur hiérarchique, et du coup, c'est vrai que le groupe de supervision peut permettre à ce moment-là de pouvoir avoir l'aide d'autres professionnels qui ont vécu les mêmes choses et qui prennent du temps pour pouvoir réfléchir avec moi. Donc, effectivement, cette liberté que je peux avoir dans un groupe d'analyse de la pratique, cette liberté peut me permettre de ne pas me sentir jugé, évalué comme je peux l'être dans un groupe de supervision dans l'institution. Et moins je me sens jugé, moins je me sens évalué, plus j'ai la possibilité de pouvoir réfléchir et de pouvoir imaginer des formes d'intervention. Voilà, ça c'est le premier objectif d'un groupe d'analyse de la pratique. Bien. Le deuxième objectif d'un groupe d'analyse de la pratique, c'est de pouvoir préciser mes modes d'intervention. De pouvoir préciser mes modes d'intervention face à un couple, face à une famille, face à un individu. C'est-à-dire que quand je travaille en AEMO justice ou en AEMO DAS, quand je suis psychologue dans un service de pédopsychiatrie où j'ai affaire à des enfants qui me sont envoyés par l'aide sociale à l'enfance, souvent le gros problème que je peux avoir, que je dois résoudre, c'est à quel endroit je mets le cursus de l'obligation. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces personnes qui viennent me voir, qui viennent nous voir, sont envoyées par des services, n'ont pas le choix de ne pas venir en consultation. Et du coup, il faut que je sois très vigilant vis-à-vis d'eux et que je tienne compte de ce côté en quelque sorte obligatoire, que je ne m'imagine pas qu'ils me demandent quelque chose. Mais il va falloir que d'abord je traite ce côté obligatoire et que je le fasse évoluer vers un côté, j'ai envie de dire, volontaire. Dans les années 90, dès que nous avons commencé à mettre en place ces groupes de supervision, j'ai développé ce concept, bien sûr avec d'autres professionnels, ce concept de famille non volontaire. Ces familles qui viennent davantage par un contrat social que par une demande individuelle. Et du coup, nous savons maintenant, et grâce à ces groupes de supervision, nous pouvons réfléchir et voir comment arriver et comment mener
et comment pousser un individu non volontaire à adhérer au travail et à pouvoir être un élément de la co-construction avec la famille, ce qui va pouvoir permettre une évolution thérapeutique de la situation. Le troisième objectif de ces groupes de supervision, c'est en quelque sorte la posture de l'intervenant et la posture du thérapeute. Alors, un philosophe, Vladimir Yankelevitch, disait « le respect à la phobie de la proximité ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, effectivement, quand nous avons affaire à un enfant mutique, quand nous avons affaire à un adolescent révolté, nous pouvons ressentir de l'impuissance. Nous ne savons plus quoi faire. Et quand nous ne savons plus quoi faire, des fois nous nous débattons et nous ne respectons pas forcément les limites que l'autre nous impose. Nous pouvons forcer les processus émotionnels et non seulement nous forçons et nous pouvons être intrusifs par rapport aux autres, mais aussi nous nous forçons, nous, personnellement. Nous allons au-delà de nos limites. Nous ne nous respectons pas, en quelque sorte. Et il va falloir que, justement, si on veut vraiment arriver à pouvoir se sortir de ces situations d'impuissance, il faut que l'on trouve sa juste place, sa juste distance vis-à-vis des autres et sa juste distance vis-à-vis de nous, de nos capacités et de nos possibilités.